Cette nouvelle histoire parle de John Wayne, pas celui des films évidemment, mais bien d'un clown tueur, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, né le 17 mars 1942 à Chicago, et mort le 10 mai 1994 à Joliette, est l'un des tueurs en série américains les plus connus. John Wayne Gacy Jr. est le deuxième des 3 enfants de John Stanley Gacy et Marion Helen Robinson. Ses parents sont des ouvriers issus de familles d'immigrés d'origine danoise pour sa mère et d'origine polonaise pour son père. La famille est catholique. Enfant, Gacy est en surpoids et souvent malade. Il est très proche de ses 2 sœurs Joanne et Karen et de sa mère, mais doit subir les humiliations de son père. Homme alcoolique et violent envers sa femme et ses enfants, surtout envers John Jr., le traitant de tapette ou d'homo lorsque sa mère veut le défendre. À l'âge de 9 ans, il est violé par un voisin, ami de la famille, mais n'ose révéler cet abus. Il quitte le lycée à 17 ans et part pour Las Vegas où il devient concierge dans un salon funéraire, y découvrant sa fascination pour les cadavres. Il est congédié pour acte de nécrophilie. De retour à Chicago, il s'inscrit à l'école de commerce de l'université de Northwest et y obtient un diplôme en 1963. Bon vendeur, il gravit les échelons dans différentes entreprises, devenant gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. Il épousa en septembre 1964 une collègue, Marilyn Myers, dont le père Fred Myers lui propose de reprendre la marchandise d'une chaîne de 3 restaurants fast-food, Kentucky Fried Chicken, à Waterloo, dans l'Iowa. Devenu père d'un garçon et d'une fille et un notable de la ville, John Gacy, en 1968, est accusé de tentative de viol sur ses employés adolescents. Le 7 novembre 1968, il écope de 10 ans de prison pour sodomie. Cependant, il clame son innocence et remet la faute sur un complot politique organisé contre lui par l'un de ses adversaires politiques. Il est mis en libération conditionnelle après 18 mois d'incarcération, après avoir dupé le psychiatre pénitentiaire qui le croit inoffensif. Sa femme ayant obtenu le divorce le 18 septembre 1969 et son père étant décédé, il revient à Chicago où il s'installe chez sa mère et obtient grâce à un ami de la famille un poste de cuisinier dans un restaurant. 1er juin 1972. Il se remarie avec Carol Hoff. Peu de temps après, il fonde une société de construction, PDM Contractor, et agresse 3 de ses jeunes employés. C'est à cette période qu'il se confectionne le costume de Pogo le clown pour collecter des fonds pour le Parti démocrate l'Illinois ou pour divertir les enfants malades à l'hôpital local. Son épouse ayant découvert des magazines d'hommes nus, Gacy lui révèle sa bisexualité. Elle est de plus en plus perplexe après avoir trouvé des vêtements d'adolescents dans leur maison, si bien qu'elle demande et obtient le divorce le 2 mars 1976. On arrive enfin à son parcours criminel. Il commet son premier meurtre le 2 janvier 1972 et commence à recruter ses principales victimes dans son entourage en proposant des petits boulots aux jeunes de son quartier. La plupart de ses victimes font d'ailleurs partie de ses employés. Sa façon de faire habituelle consiste principalement à les menotter, les torturer, les véer avant de se débarrasser des corps. Il torture ses victimes de plusieurs façons, comme en utilisant des cartes de poker enflammées, en faisant couler de la cire de bougies fondues sur leur corps, en les noyant à plusieurs reprises dans sa baignoire. En signe de domination, il urine sur ses victimes. Il levait ses victimes avant et après les avoir tuées, gardant les corps plusieurs jours chez lui. Le 21 décembre 1978, la police de Chicago arrête Gacy dans sa voiture et le ramène chez lui pour effectuer des recherches sur la disparition des jeunes ayant travaillé pour lui. Des enquêtes plus approfondies révèlent qu'il est impliqué dans ces disparitions. 26 cadavres sont retrouvés, enterrés, ligotés, un tissu enfoncé dans la bouche, dans le vide sanitaire sous sa demeure de Chicago. 3 autres enterrés dans sa propriété et les corps de ses 4 dernières victimes repêchés dans la rivière des Plaines à proximité de chez lui. Les voisins se plaignant d'odeurs venant de son sous-sol de la maison de Gacy, qu'ils avaient essayé d'éténuer avec de la chaux et en prétextant avoir des problèmes d'égout bouché. Il les fait recouvrir par la suite par du béton. Inculpé pour meurtre de 33 jeunes hommes, Gacy est un criminel patenté malgré son apparence altruiste. En prison, Gacy commence à peindre, notamment le portrait de clown, de Bambi, de Blanche-Neige ou des 7 nains, qu'il fait exploser dans des galeries d'art ou vendre aux enchères. Son agent artistique Rick Stanton, un entrepreneur de pompes funèbres et marchand d'art, exploite ses meurtrabilia. Il était ainsi possible pour tout un chacun d'envoyer sa photo à cet agent pour que soit réalisé son portrait en clown tueur ou en personnage des 7 nains. Dans la culture populaire, John Wayne Gacy a reçu la plus lourde peine pour un tueur en série, soit 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort.
Plusieurs scénaristes ont été inspirés par la vie de Gacy, notamment Clive Sander pour le film Gacy de 2003 et André Muschietti pour le film d'horreur Ça le clown évidemment en 2017. Adaptation cinématographique du roman Ça de Stephen King, où Pennywise apparaît lors de scènes uniques, grimé et paré d'un costume fortement inspiré de celui de Pogo le clown. En 1992, le téléfilm Le meurtrier de l'Illinois ou Disparition sanglante retrace l'un des membres du groupe de Marilyn Manson qui s'est inspiré de Gacy pour créer son nom de vedette, Madonna Wayne Gacy, qui s'inspire également de la chanteuse Madonna. Pratiquement tous les membres du groupe ont un nom de sex symbole doublé de celui de tueur en série. Après une tentative infructueuse de plaider la folie lors de son procès, il est condamné à la peine capitale. Il sera exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au centre de correction de Stateville Correctional Center, près de Joliette, dans l'Illinois. Ici, je vous ai donné le gros de l'affaire. Maintenant, on va plonger dedans. Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégalopole du Midwest, John Buktovich sort de sa voiture. Non loin de là se trouvent les bureaux de la société de construction pour laquelle il travaille occasionnellement depuis quelques mois, PDM. Il est remonté comme un coucou. Voilà 2 jours de suite qu'il cherche à voir son patron et pour cause, son boss ne le paye plus depuis déjà de longues semaines. Mais le gamin de 18 ans ne compte pas se laisser faire. Un ami de son père connaît Gacy, c'est comme ça qu'il eut le travail. Il ne va pas hésiter à jouer cette carte pour obtenir gain de cause. Mais il n'a pas le temps de faire 3 pas que devant la porte vitrée du bureau se plante le patron de PDM. Dans un grand sourire et d'un signe de main, il enjoint Buktovich à s'approcher. Sous le cagnard du cœur de l'été, les 2 hommes se font face. Nous sommes le 31 juillet 1975 et aujourd'hui, John Buktovich va mourir. John Wayne Gacy a prétexté une volonté de conciliation pour attirer chez lui le jeune homme. L'employé connaît bien son patron, ne se méfie pas. En entrant dans la maison pavillonnaire, Buktovich est surpris par une odeur des plus nauséabonds. Son patron l'invite à s'asseoir, lui sert à boire, puis sans même le rejoindre dans le sofa, annonce à son employé qu'il va aux toilettes, mais qu'il revient. L'attente qui s'installe semble longue et plutôt inhabituelle. La pièce qui était pourtant l'instant d'avant plutôt rassurante semble se draper d'une ambiance sombre. Buktovich se lève comme saisi d'une angoisse subite. Il veut l'appeler, mais n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que l'homme arrive dans son dos, se jette sur lui de tout son poids et lui fait une clé de bras. Le jeune homme se tord de douleur. Il n'a pas le temps de réagir que déjà, il est menotté. Gacy est devenu une bête. Il le traîne derrière lui dans l'une des chambres. Buktovich, terrifié comme il ne l'a jamais été, comprend lorsque la porte se ferme que son monde va s'effondrer. Gacy est un monstre. Il n'est déjà plus à son coup d'essai. Il sait comment faire. Prend le temps d'étudier toutes les options. Ce n'est que très tard, après une longue et pénible litanie de souffrances, que les mains du criminel viennent serrer le cou du jeune homme, qui meurt, dépouillé de son existence par un meurtrier de la pire espèce. Le corps du gamin, après des jours de sévices post-mortem, sera enterré dans le vide sanitaire du pavillon. Il n'est pas le premier à rejoindre ce tombeau, et il ne sera certainement pas le dernier. Le clown tueur n'a pas eu d'enfance comme les autres. Brutalisé par les affres et les déviances d'un père ultra-violent, cela va indubitablement lui provoquer des traumatismes et forger sa personnalité, aux grandes dames évidemment de ses futures victimes. Pour Gacy, comme pour bon nombre de tueurs en série, tout commence lors d'une enfance compliquée, source de traumatisme et de déviance. Il est le fils d'une famille qui tourne autour d'une figure paternelle tourmentée, vétéran de la Première Guerre mondiale, et l'un de ces hommes qui compensent leur détresse avec la boisson. Alcoolique notoire, il est particulièrement violent avec sa femme, mais aussi avec ses enfants. Cela, dans la carrière criminelle de John, aura son importance. Le petit garçon se construit donc autour de ses relations déviantes avec son père. Son estime de soi et sa confiance pour les autres sont particulièrement limitées. Il intériorise ses sentiments et ses failles et déjà prend un chemin qui le conduira vers le crime. Son instabilité familiale se répercute avec vigueur sur le reste de sa vie. Toute la scolarité de Gacy, malgré des capacités intellectuelles indéniables, est un terrible échec. À 17 ans, sans diplôme en poche, et après avoir écumé les lycées
de la région de Chicago, il se rend à Las Vegas. C'est son premier contact avec la mort. Cette dernière va le galvaniser comme jamais il n'avait pu l'être auparavant. À tel point que son employeur va un jour le surprendre en plein acte nécrophile. Gacy prend donc immédiatement la porte et est viré sur le champ. Retour à Chicago. John y rencontre sa première femme avec qui il aura 2 enfants. Il est apprécié de la communauté et par sa belle famille qui ne tarde pas à lui offrir sur un plateau l'opportunité de gérer plusieurs restaurants dans l'Iowa. Notre homme accepte et déménage alors dans la petite ville de la banlieue de Waterloo. Il s'y engage politiquement au cœur du parti démocrate local. Il prend une place particulièrement importante. Tout le monde connaît John et le considère avec respect. Gacy a 25 ans et tout semble lui sourire. Malheureusement, cela ne va pas durer. En 1968, il plaide coupable dans une affaire de tentative de V sur plusieurs de ses employés masculins qui ont déposé plainte. Il est alors emprisonné pour 10 ans, mais revient sur ses aveux, estimant avoir été trompé. Pour lui, c'est un complot soi-disant mené par ses adversaires politiques. L'homme est habile, parvient à convaincre son monde et face au doute, il est finalement libéré moins de 2 ans après sa condamnation. Cependant, l'affaire a fait dégâts, notamment auprès de sa famille qui le délaisse. Sa femme demande le divorce et part avec les enfants. Gacy quitte l'Iowa et décide de retourner encore une fois à Chicago. Il semble retrouver une vie plus ou moins normale, rencontre sa deuxième femme avec qui il se marie en 1972. Il est alors âgé de 30 ans. Avec elle, il fonde une société PDM spécialisée dans la construction. Toujours impliqué dans le mouvement démocrate, il rencontre un jour le directeur de l'hôpital pour enfants de la ville qui lui donne l'idée d'aller rendre visite aux petits malades de l'établissement. Ainsi naît Pogo le clown, un personnage qu'il crée de toutes pièces. Son engagement et sa participation constante aux grands meetings politiques des démocrates lui ouvrent les portes de grands réseaux d'influence, jusqu'à la première dame, Madame Carter. À ce stade, Gacy semble avoir trouvé sa place dans la société, mais dans les faits, ses déviances sexuelles et sociales s'imposent toujours. S'il n'a pas pu étouffer l'affaire de nécrophilie et celle des agressions de ses premiers employés qui l'a conduit en prison, l'homme devient plus malin. Tandis qu'il agresse et vêt des employés de sa société, il les menace pour éviter qu'il les dénonce. D'ailleurs, son attirance pour les sexes masculins est découverte par sa femme, qui accepte à contre-cœur cette bisexualité revendiquée. Mais un jour, où elle fouille dans le bureau de John à la recherche d'indices, elle retrouve des vêtements masculins appartenant visiblement à des jeunes gens. Elle en est persuadée, elle est une femme trompée. Sa décision est radicale. Elle le quitte et obtient le divorce en 1976. Mais la jeune femme a fait fausse route. Non, les vêtements découverts ne sont pas ceux d'amants collectionnés par John. La vérité tout autre est bien plus terrifiante encore. Ces vêtements sont ceux de jeunes hommes certes, mais ils sont morts. Son ex-mari les a tués. Leurs corps, eux, s'accumulent dans le vide sanitaire de leur maison. Sans se douter de rien, sa femme a vécu avec leurs fantômes sous ses pieds pendant près de 4 ans. John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, a marqué l'histoire criminelle des États-Unis avec une série de meurtres glaçants entre 1972 et 1978. Employeur respecté et clown bénévole lors de fêtes d'enfants, il cachait une double vie meurtrière. Ces crimes comme son arrestation laisseront une empreinte durable dans la culture populaire et l'histoire criminologique. Fin d'histoire.